qu'on dit souvent, oui, mais LinkedIn, ils vont faire comme Facebook, ils vont finir par être, il va falloir payer pour être visible, etc. Alors, bien sûr, je travaille pas chez LinkedIn, hein, donc je peux pas le savoir. Mais moi, j'ai un doute parce que pour moi, ils ont pas le même business model que Facebook. Facebook, c'est vraiment le business model, il est très sur la publicité à fond, alors que LinkedIn, certes, ils ont la pub, mais ils ont aussi les offres d'emploi et ils ont aussi les premiums. Donc en fait, ils n'ont pas du tout le même business model que les autres réseaux sociaux. Donc à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, LinkedIn, c'est vraiment la plateforme de l'organique. Et clairement, moi, tu te rends compte, moi aujourd'hui, j'ai quasi, bien sûr pas à 100%, mais j'ai quasi monté ma boîte, développé ma boîte quasi exclusivement sur LinkedIn. Et j'ai pas payé un centime à LinkedIn. J'ai tout fait par organique, tu vois. Donc oui, complètement. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai jamais accompagné de clients où je lui ai recommandé de faire de la publicité sur LinkedIn. Il n'y a pas eu besoin de ça. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 89. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Bonjour les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'ambition au féminin. Comme d'habitude, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver et de savoir que vous avez envie d'évoluer au niveau de vos communications, au niveau de la façon dont vous vendez, au niveau de vos ambitions. Et je suis contente d'être votre guide aujourd'hui à travers un sujet que j'ai remarqué au fur et à mesure. On est à l'épisode 89 et j'en reviens toujours pas qu'on n'a jamais parlé de LinkedIn sur le podcast. Alors que si vous connaissez un petit peu ce que je fais, si vous suivez un peu ce que je fais sur les réseaux sociaux et si vous me connaissez depuis un petit bout, vous savez peut-être que LinkedIn est mon réseau d'attraction principale, mon focus principal de visibilité quand vient le temps d'aller nourrir ma communauté. C'est une place où j'écris du contenu de façon très, très, très régulière jusqu'à, je sais pas ça fait combien de temps maintenant, mais j'ai au moins 3 publications par semaine. J'ai été approuvée pour faire aussi des LinkedIn Live que j'ai pas encore extrêmement utilisé, mais qui me donnent énormément envie. Et donc, c'est un endroit où je génère beaucoup d'engouement pour ma marque. Et j'ai plusieurs aussi partenaires, amis entrepreneurs, clients qui ont découvert LinkedIn grâce à moi et les potentiels, les opportunités que ça peut générer parce que ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup que les gens sont un peu intimidés par LinkedIn, les gens savent pas trop comment s'y prendre, mais une fois qu'on a débloqué un peu les potentiels, les possibilités de ce que ça a à offrir, sérieusement, c'est un des réseaux sociaux, puis on en parle dans l'épisode d'aujourd'hui, qui a le plus haut taux d'engagement, de conversion et dans lequel il y a encore tellement d'espace à investir, surtout si vous évoluez du côté francophone. Et bon, alors voilà pour discuter du sujet. Ça me tentait pas de juste parler de ma propre expérience. J'ai voulu aller chercher quelqu'un qui est une experte dans le domaine et j'ai nommé Pauline Sarda. Pauline qui a près de plus de 40 000 abonnés sur LinkedIn et qui est vraiment une voix à suivre sur cette plateforme, qui en a fait une partie de sa business, de son offre de service. Et Pauline, donc, aujourd'hui, vient sur l'ambition féminin pour parler social selling et LinkedIn. Quand on parle de social selling, elle va le définir dans l'épisode, mais je le traduis librement par vente sociale. C'est vraiment d'aller créer ces relations et
avec notre réseau, avec nos clients potentiels, avec nos leads, et d'utiliser cette notoriété-là, dans le fond, qu'on crée grâce à la visibilité, grâce à au marketing inbound, au marketing de contenu, pour aller générer des ouvertures auprès de gens, et puis ensuite vendre nos services, connecter à ce niveau-là, parce que LinkedIn, qu'on le veuille ou non, c'est le plus grand réseau social professionnel au monde. Donc, un tout petit peu à propos de Pauline, qui est assez économe en mots dans sa biographie, ce qui est très cool, mais que vous allez apprendre à découvrir si vous ne la connaissez pas à travers l'entrevue. Et Pauline, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne les entrepreneurs en B2B, donc business to business, à devenir autonomes sur leur stratégie digitale, ainsi que la génération d'opportunités d'affaires. Elle est aussi spécialiste LinkedIn. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va beaucoup parler d'opportunités générées justement par ce réseau-là. Et bon, on va parler aussi de nos trucs, de nos astuces, de ce qu'on a découvert, de notre philosophie autour de ça. Donc, c'est l'occasion d'entendre deux fans et spécialistes, ou du moins, je veux pas utiliser le mot influenceur, mais dans le fond, on a quand même un assez gros reach sur LinkedIn. J'ai pas le même reach que Pauline, mais quand même, j'ai un reach intéressant. Et c'est une belle conversation qu'on a, qui va un petit peu plus loin probablement que ce qu'on aurait pu discuter si ni l'une ni l'autre nous étions férus de ce réseau-là. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous invite par la même occasion à nous envoyer une demande de connexion à Pauline et à moi si vous n'êtes pas très actifs sur LinkedIn, ou si vous l'êtes et vous n'êtes pas encore connecté avec nous. Je suis persuadée que si vous faites juste une petite mention « Hey, j'ai écouté l'épisode de l'ambition au féminin, j'aimerais rejoindre votre réseau », ça nous ferait absolument plaisir de vous compter parmi dans notre réseau. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente écoute et j'ai hâte de savoir ce que vous aurez pensé de cette entrevue. À bientôt! Salut Pauline, bienvenue sur l'ambition féminin. Super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Hello Tatiana, écoute, merci beaucoup pour ton invitation, hein, tout simplement. Oui, puis tu sais, encore une fois, Pauline, t'es quelqu'un que je suis depuis tellement longtemps sur LinkedIn, donc c'est vraiment un honneur de pouvoir discuter de ce sujet vraiment dont tu es la spécialiste, je dirais. Et j'ai super hâte d'avoir cette conversation avec toi. Donc, pour te présenter un petit peu aux auditeurs et auditrices, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu es devenue cette spécialiste justement en social selling? Alors moi déjà ça va faire 3 ans bientôt que j'ai monté mon entreprise, et donc moi si je suis tombée dans le social selling vraiment axé pour le coup très B2B, c'est parce que en fait j'ai repris mes études avant de monter mon entreprise, et j'ai fait un stage dans une entreprise qui était en B2B et j'ai dû me mettre à LinkedIn. Voilà, j'ai pas eu le choix et j'ai travaillé sur LinkedIn pendant 6 mois pendant tout ce stage-là, et au final ça m'a plu et j'ai commencé à communiquer pour moi. Donc en fait c'est arrivé assez naturellement, alors qu'au départ j'avais pas une affinité particulière avec LinkedIn. Puis quand tu dis B2B, juste pour les gens qui nous écoutent, peux-tu spécifier ce que ça veut dire? Du coup, j'accompagne quasi uniquement les entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Donc c'est pas par exemple comme Apple qui va vendre ses ordinateurs à monsieur, madame, j'allais dire tout le monde, mais c'est pas le bon terme, mais c'est voilà, pas aux particuliers. Puis comment tu définirais social selling justement? Surtout en contexte de B2B, je dirais. Euh, je dirais que c'est développer son réseau. Elle est difficile ta question quand même. C'est pas facile, je trouve, à définir. Non, mais c'est vrai. Finalement, c'est pas si facile à définir. Je trouve que voilà, pas si simple à définir le social selling. C'est développer son réseau en étant proactif. Et quand je dis proactif, c'est finalement être ouvert aux opportunités, savoir les voir, savoir les saisir à travers la communication et le marketing.
Oui, puis je pense qu'on en revient un peu à ce que la vente a toujours été, qui est justement créer des relations avec les autres, créer des connexions, puis ensuite mettre de l'avant des produits, au lieu de le voir comme de la vente qui est, bon, ben j'ai un produit à vendre, puis je vais juste essayer d'avoir le plus d'yeux possible sur ce que j'ai à offrir, en espérant que quelqu'un va acheter. Ouais, exactement. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'humain au centre. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que je prône, quoi, dans tout ce que je fais, c'est l'humain, quoi. Et les Mhm. relations humaines, et même si ça passe à travers les réseaux sociaux principalement et le web en général, ça reste pour moi, le digital, c'est un outil au service de l'humain et pas l'inverse. Oui, puis justement, parce que je pense qu'il y a peut-être une méconception autour du terme social selling, de penser que c'est simplement les réseaux sociaux, mais puis là, est-ce que c'est une nuance qu'on ferait? Est-ce qu'on le prend simplement dans le contexte digital ou le social selling peut aussi exister à l'extérieur de ce contexte-là? Je pense que ça peut exister en dehors de ce contexte, franchement. À partir du Mhm, moment où, en fait, ça revient un peu à la définition finalement que j'ai faite tout à l'heure, sauf que justement, j'ai pas parlé, j'ai pas fait référence aux réseaux sociaux dans ma dans ma définition entre mhm, guillemets, mais c'est ça, c'est développer, animer son réseau, mais du coup son réseau, bah voilà, ses relations humaines finalement, et être proactif, être aux aguets comme on dirait en France, mhm, pour voilà, voir et saisir les opportunités. Parce que forcément, en fait, si tu veux, je constate que beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux pour développer leur business, mais ils ont quelque part un petit peu oublié d'être d'être ouverts et de voir les opportunités. Ils ont mhm. l'impression que les réseaux sociaux, finalement, puis après, c'est un peu aussi ce qu'on a l'impression comme ça sur les contenus sur le web, c'est beaucoup ça, tu sais, avec l'inbound marketing, etc. On a l'impression que le client vient tout seul, mais Mhm. le client ne vient pas tout seul, en tout cas pas les premiers mois, pas forcément les premières années. Et, et du coup, c'est ça, en fait, il faut apprendre à voir les opportunités, les saisir et pas juste, entre guillemets, diffuser du contenu et puis attendre que les choses arrivent. Non, c'est ça. Puis c'est intéressant parce que j'en parle souvent, mais je parlais justement avec une cliente juste avant de le temps de la communication, puis comment dans la vente, dans la négociation, dans tous ces moments d'échange qu'on a avec les autres, il y a un temps opportun pour faire la vente. Puis quand tu parles d'opportunité, pour moi, ça me fait vraiment penser à cette idée que il faut être sensible à ce qu'on entend, il faut être à l'écoute et savoir justement saisir ce moment opportun-là pour pouvoir aller vers les autres. Puis je pense que même si on le voit en termes de relations humaines, c'est la même chose aussi quand on date, quand on rencontre des gens dans la vraie vie, tu sais, Mm. on suit une espèce de timing qui est vraiment propre à la relation qu'on crée. Exactement, tu l'as super bien défini, c'est vraiment être à l'écoute. Et je trouve que, bon, bien sûr, c'est pas du tout une critique, hein, on peut pas tout savoir faire, hein, sinon, Mhm. enfin voilà, sinon il y aurait pas de consultant, il y aurait pas de coach, il y aurait pas tout ça. Mais je pense qu'il y a vraiment finalement cette inécoute qui est assez répandue, je trouve. Tu vois, moi, Mhm. dans mes accompagnements, je me retrouve souvent voilà, à leur apprendre à voir les opportunités, à saisir les opportunités, saisir les moments, à quel moment, comment le dire. Tu vois, il y a tout ça en fait qui entre finalement en ligne de compte et il n'y a pas que le contenu, c'est hyper large. Mhm. Puis quand est-ce que LinkedIn s'est introduit plus au premier plan dans tes stratégies? Alors, dans ma stratégie d'acquisition à moi, tu veux dire, ou dans mon positionnement? Parce que pour le coup, je pense que Dans le sens, dans ta stratégie de positionnement, ça fait combien de temps que tu t'es mis comme spécialiste LinkedIn? Parce que tu as quand même beaucoup, beaucoup d'abonnés. J'ai pas vérifié. Est-ce qu'on est proche du 50 000? On est à quel niveau en termes de ton following là en ce moment? en ce moment, on est proche du 40 000 là. Je suis à 1000 du 40 000 à peu près. Wow, OK. Donc du coup, OK. effectivement, ça va pas tarder. Et mon Puis comment est-ce que tu positionnement, as ça réussi fait à créer?
comment est-ce que tu as réussi à créer justement tout cet engouement-là, tout ce following sur LinkedIn? Ça s'est passé comment? Est-ce que ça a été rapide? Est-ce que c'était stratégique ou c'est un peu venu comme ça? Alors, je dirais un peu des deux. Alors clairement, c'était stratégique parce que moi, j'ai commencé à développer mon activité uniquement sur LinkedIn. J'ai fait le focus sur LinkedIn. Volontairement, je me suis pas développée sur les autres réseaux sociaux. J'avais pas de site web non plus, j'avais pas de liste email non plus. J'ai commencé sur une chose, un canal d'acquisition volontairement parce que pour moi, le pouvoir du focus est assez puissant. Justement, on se développe plus vite quand on travaille uniquement sur une chose. Et j'ai clairement pu le vérifier avec mon activité à moi. Donc j'ai commencé je dirais que j'ai commencé à avoir quand même une petite communauté, à avoir quand même de l'engagement sur mes contenus. Je dirais 6 mois peut-être, tu vois, 6 mois sur Hmm. LinkedIn, mais alors 6 mois de Wow. manière très très régulière. Hein. Par Mhm. contre, il n'y a pas eu y a pas eu de stop. Et puis c'est seulement après que j'ai commencé, tu vois, à voilà, travailler sur mon site web et etc., et rajouter d'autres canaux. Mhm. Mais je dirais que ouais, c'est quand même allé assez vite et je pense que c'est la régularité premièrement et deux, ma liberté de ton. Hmm. Je suis pas langue de bois et je pense que j'ai osé à une époque en tout cas où les gens osaient pas trop, même si encore les gens n'osent pas encore, une grande partie en tout cas sur LinkedIn. Mais je pense que c'est un peu ouais ma liberté de ton. Voilà, je suis pas langue de bois. Si j'ai envie de dire un truc, je le dis. Je le dis avec mes mots. Et j'imagine que c'est ça qui passe ou qui passe pas, hein, d'ailleurs, avec certains. Mais je pense que dans la vie, de toute façon, si on veut se démarquer, on peut pas être lisse. C'est pas possible. Donc automatiquement, on va plaire et déplaire. Et ça fait partie du jeu. Oui, puis tu mets le doigt sur quelque chose qui est vraiment, j'ai remarqué ça depuis le début, moi aussi, d'être sur LinkedIn. Les gens se demandaient, ben là, c'est pas un réseau social hyper populaire, j'ai peur d'aller sur LinkedIn, on dirait que c'est intimidant. Mm. Qu'est-ce que tu penses qui est si intimidant? Mais j'imagine que tu le vois beaucoup avec tes clients, ils doivent avoir, Ouais. je vais dire, entre guillemets, peur de se mettre de l'avant sur ce réseau social-là, Ouais. peut-être plus que sur d'autres réseaux. Puis outre le côté plus il y a cette aura de professionnalisme, mais qu'est-ce que tu vois, toi, dans ton expérience, qui est la source de cette intimidation? Ouais. Alors, ce qui ressort le plus, en tout cas chez mes clients que j'accompagne en coaching LinkedIn, c'est vraiment la peur de ce que vont dire les concurrents. En fait, il y a Hmm. deux choses. C'est ou de qu'est-ce que vont dire les concurrents, c'est-à-dire en gros, si je raconte une bêtise ou si je suis pas sûre de ce que je dis, qu'est-ce que mes concurrents vont dire? Ou alors, il va y avoir aussi qu'est-ce que mes anciens collègues, par exemple, dans mes anciennes entreprises, vont dire. C'est très souvent lié à ça. Alors que sur Instagram, ben, ils pensent que ils vont pouvoir repartir de zéro quelque part. Tu vois, s'ils se développent sur Instagram, ils se disent bon bah, je vais créer un compte pour mon entreprise et puis il y aura pas de lien direct avec mon réseau professionnel. Et je pense que Mhm. c'est ça qui fait peur. Enfin, en tout cas, clairement, c'est ce que je vois le plus. Il y a d'autres peurs, mais vraiment celle que je vois le plus, c'est ça. Et moi, par rapport à la peur des concurrents, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est que on vend pas à nos concurrents. Donc, mais je comprends hein, cette peur. Moi, je pense que j'ai pu l'avoir un temps, mais ça n'a pas duré longtemps, mais je pense que j'ai pu l'avoir cette peur-là. Parce que on Mhm. arrive, on des fois, il y a un syndrome de l'imposteur qui se cache derrière tout ça. On se sent pas légitime, on a peur de dire des bêtises, etc. Et sur LinkedIn, c'est encore plus. Après, il faut savoir que, enfin, moi en tout cas, je trouve hein, que c'est encore le cas et c'est dommage parce que c'est à cause de ces types de commentaires là que beaucoup de gens ont peur. Il y a des gens un petit peu, moi je les appelle les savants sur LinkedIn, qui euh, Mhm. qui débarquent dans les commentaires et qui font des réflexions parce qu'ils savent mieux, parce que si, parce que ça. Et ça, les spectateurs sur LinkedIn et donc dans ces spectateurs, il y a des gens qui n'osent pas s'exprimer sur LinkedIn, ils le voient. Et ça leur fait peur. Moi, je pense que Ouais. ça y participe énormément. Ouais, ben que c'est d'exposer un certain manque de légitimité qui serait la plus grande angoisse des gens de vraiment se mettre de l'avant sur LinkedIn parce que il y a cette croyance que si on s'exprime sur LinkedIn, on est un expert absolu Oui, ou peu importe là. oui, ouais, mais c'est exactement ça. C'est l'image de LinkedIn, quoi. Et il y a que des experts sur LinkedIn.
Mais c'est pas Ouais. vrai. Enfin, et puis en plus, qu'est-ce que ça veut dire expert? Tu vois, là, on part dans un autre débat, mais qu'est-ce que Mhm. ça veut dire expert? Je pense qu'on a tous à apprendre à n'importe quel moment, encore, toujours. Et, et moi, d'ailleurs, tu vois, j'ai aucun mal à le faire dans ma communication. Quand je ne suis pas sûre de quelque chose, ben, je le dis. J'ai absolument pas peur d'être faillible parce que comme n'importe quel être humain, je suis faillible. C'est par définition, c'est logique. Donc Mhm. tout ça, c'est aussi quelque part un travail. Moi, tu vois, en ce moment, je suis en train de me former sur la partie voilà coaching un petit peu plus psychologique, on va dire, parce que je me rends compte Mhm. que bah il y a pas que on croit que c'est une problématique business ou une problématique de réseaux sociaux, mais en fait, c'est bien plus que ça. Les gens, en tout cas les clients qui viennent me voir, il y en a beaucoup finalement. Ce qu'ils viennent chercher, c'est aide-moi à avoir confiance, Pauline. Et c'est ça que, Mhm. en réalité, finalement, que j'accompagne. Et là, on s'en rend compte avec, là, tu vois, la conversation qu'on a maintenant sur les peurs liées à LinkedIn. Mais en fait, tout ça, c'est des peurs qui sont aussi liées à l'histoire de chacun d'entre nous, qui fait que on a eu des, des mésaventures auparavant, etc., etc., et qui font qu'aujourd'hui, on n'ose pas. Oui, puis je trouve ça intéressant qu'en plus, dans ton cas, c'est très lié au social selling, qui est une autre des grandes peurs de vendre. Tu sais, la peur de Ouais, vendre tout et à de se fait. faire rejeter, je pense, est une peur que je rencontre tellement souvent. Puis après ça, de établir une certaine valeur et autant de s'établir comme expert, mais de dire mon expertise a cette valeur-là et voici comment je peux pas nécessairement la prouver, mais la faire valoir. Euh, là ça bloque énormément de gens de vraiment exprimer de façon libre qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux autres. Puis c'est ça que je trouve dommage des fois avec tous ceux qui vont s'empêcher soit de publier ou de communiquer ou d'utiliser un réseau aussi humain Oui, que LinkedIn après tout. ouais, complètement. Ça me fait plaisir que tu dises que c'est un réseau social humain, parce que c'est ce que je me Mhm. tue à dire, en fait. C'est vraiment un réseau social humain. Et tu vois, je trouve que c'est un peu le réseau social du marketing direct et conversationnel. Parce que Mhm. sur LinkedIn, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des stratégies tunnel de vente, lead magnet, etc. On peut utiliser ces stratégies-là, mais c'est pas celle qui sera la plus efficace, tu vois, au départ. Ce qui est vraiment efficace sur LinkedIn, c'est le one-to-one, c'est parler les uns avec les autres, avoir des échanges, des conversations qui nous amènent à proposer des rendez-vous et à vendre. Je trouve que Mhm. on est vraiment dans un marketing plus direct que sur les autres réseaux sociaux où on va être finalement, où il y aura un peu moins de proximité. On va passer par des liens, on va passer par une bio, on va s'inscrire quelque part, tu vois. Sur LinkedIn, Mhm. c'est beaucoup moins comme ça. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est beaucoup moins le créateur vers sa communauté que une communauté dans laquelle on fait partie et on échange justement. Puis j'aime beaucoup mais sur Instagram, on utilise beaucoup le DM aussi avec notre communauté, mais encore Mhm. une fois, il y a cette espèce de hiérarchie où le créateur de contenu va aller mettre de l'avant quelque chose et ensuite les gens réagissent, tandis que LinkedIn, il y a cette possibilité aussi de simplement créer une connexion avec quelqu'un et entamer la conversation. Et puis là, c'est là que je trouve que, pour moi, ça a vraiment changé ma perspective sur c'était quoi la vente et ça a changé ma perspective sur ce que c'était le marketing aussi. C'est vrai, c'est quoi? C'est la partie conversationnelle Oui, qui a changé ça dans ta perception? tout à fait. La partie conversationnelle, puis la partie que il y a cette notion du one-on-one avec LinkedIn qui fait qu'on Mm. n'est pas aussi, tu sais, peut-être que j'ai un peu le stage fright, j'ai un peu comme la peur des foules où je me disais, ben là, si je mets Mm. de l'avant quelque chose, puis là, il y a des centaines et des centaines et des milliers de personnes qui le voient, mais que j'ai pas nécessairement ce contact-là, tandis que sur LinkedIn, c'était très facile pour moi d'aller créer cette relation unique avec peu importe qui allait commenter ma publication ou même si je voulais pas publier, juste aller initier une conversation en one-on-one dans laquelle je me sentais beaucoup plus à l'aise. Mm. Ah ouais, c'est super intéressant parce que j'ai aussi dans mes coachings, j'ai aussi beaucoup de personnes qui osent pas du coup avoir ces fameuses conversations et ça va être finalement la problématique va être inverse. Ça va être ils vont Hmm. oser publier quelque chose mais pas converser parce que converser quelque part ça va les engager davantage, tu vois.
Mais de toute façon, des Hmm. problématiques, des blocages, il y en a plein. Mais c'est assez rare qu'il y ait Mhm. finalement, ta perspective à toi, que je trouve très intéressante. Ah ben c'est peut-être mon côté introverti. J'avais justement une publication récemment où je disais que j'étais pas une fille de gang, puis que j'aimais beaucoup le one-on-one. Mais bref. Euh, Fais et mythe sur le social selling. Qu'est-ce que tu vois le plus souvent que tu dois peut-être désamorcer chez tes clients? Bon, là, on a parlé de certaines peurs et angoisses, mais peut-être des façons de faire qui peut-être sont rébarbatives à certaines personnes de commencer à utiliser le social selling, puis d'un autre côté, des faits ou des choses que tu vois qui fonctionnent, genre par rapport à cette méthode-là. Alors, pour répondre à ta première question, on va dire, ce qui, ce qu'ils pensent devoir faire et que, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il ne faut pas le faire, c'est faire de la prospection pure, mais de manière très frontale. Euh, Mhm. c'est s'adresser à quelqu'un, lui envoyer un message, lui raconter un petit peu sa vie, lui dire bon bah Mhm. je fais ça, je fais ça. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Ça c'est quelque chose qui, je pense, qui commence à rentrer dans la tête des gens en mode ne le faites pas, mais c'est quand même encore présent et ça c'est quelque chose que je me retrouve des fois quelque part à désamorcer chez certains clients. Mhm. Euh, Après, moi, ce que je trouve, ce qu'il y a de, c'est pas de pire, mais ce que je trouve dommage dans le social selling, c'est que le social selling, c'est quand même hyper accessible, je pense, accessible à tout le monde, vraiment. Bien sûr, il y a des codes, des façons de faire, etc., mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Mais le social selling, c'est quand même aller plus loin que, je vais schématiser, je vais grossir ce que je dis, mais c'est quand même aller plus loin que juste partager son actualité, tu vois, par exemple. Et Mhm. ça, il y en a énormément qui pensent finalement que juste occuper le terrain suffira à attirer des clients. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans la manière de communiquer, mais en tout cas, nous, dans les francophones français, il y Mhm. en a beaucoup qui utilisent le social selling comme ça. C'est-à-dire qu'ils ouais, ils communiquent sur leurs actualités professionnelles, etc. Donc, bien sûr, il faut le faire. Mais quelque part, ils apportent rien de plus. Ils rentrent pas dans un processus d'inbound marketing. Et pour moi, le social selling, c'est puissant quand tu utilises l'inbound, en fait. Et pas quand tu restes juste sur du social selling où tu vas juste partager ton actualité, par exemple. Ouais, juste partager ton actualité ou, comme tu as dit tout à l'heure, juste mettre de l'avant ton produit ou ton service, puis dire, bon, ben, je suis là si vous avez Exactement. besoin de moi. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose de Et très ça se fait actif. aussi dans les publications. Oui. Pardon, excuse-moi. Oui. Non, non, mais c'est ça, mais il y a comme Euh, un dialogue qui doit être créé à travers le social selling et qui implique la création de contenu inbound. Ce qui mène justement à te poser la hmm. question pour toi, euh, est-ce qu'il y a des piliers au social selling? Comment tu introduis le contenu et la balance du contenu avec la communication privée, par exemple, ou avec la vente directe? Tu veux dire en termes de ratio, comment tu jongles avec tout ça? Ben, peut-être pas en termes de ratio, mais plus justement comment tu jongles avec tout ça, comment est-ce que tu les intègres dans une stratégie qui serait un peu plus globale. Je pense que ça va dépendre bien sûr des types d'activités et des objectifs là je parle en termes de client, on va dire, ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut aller. Mais oui, Mhm. ça peut rentrer tous ces trois, parce que tu parles de piliers, mais je pense que le plus gros pilier, pour moi, hein, c'est l'inbound marketing, hein, clairement. C'est ça, Mhm. le gros du gros. Mais après, il va y avoir aussi tout ce qui est storytelling, comment je me raconte, est-ce que j'ai envie de développer mon personal branding, comment j'ai envie de le développer, parce que l'inbound marketing, c'est pas forcément développer son personal branding, quoi, tu vois, parce que je sais qu'il y a beaucoup
Mm. d'incompréhension, je dirais, autour de développer son personal branding ou avoir une stratégie d'inbound marketing, qui sont finalement qui peuvent être imbriqués mais qui sont pas forcément ensemble. En tout cas, Mhm. voilà. Mhm. Euh, mais Mhm. tu voulais intervenir? Oui, oui, je voulais juste dire dans le fond, parce que ce que tu dis est juste que le inbound marketing est un outil du personal branding, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Ouais, c'est ça. Ils sont pas Ouais, nécessairement, complètement. tu sais, l'un n'est pas codépendant de l'autre, c'est juste qu'ils sont très complémentaires. Exactement. Ils peuvent travailler ensemble, on va dire. Mhm. Mais ouais. Donc, pour toi, la vente directe et le message privé et le DM et la création de réseau, dans le fond, tout ça, c'est un peu pour supporter la création de contenu qu'on fait en marketing inbound. Puis là, on utilise le terme inbound marketing, mais mettons qu'on va, tu sais, moi, je parle beaucoup de marketing de contenu, mais c'est la même chose là, pour ceux qui Oui, écoutent. oui, absolument. Oui. Oui, Ouais. oui, c'est la même chose, ouais. Ouais, cool. Et si on est nouveau sur LinkedIn ou si, tu sais, on voit les opportunités que ça peut avoir, mais justement, on doit, tu sais, on a été un fantôme, disons, jusqu'à présent. Par quoi on commence, selon toi, si on n'a vraiment rien de Ouais. rien? Bah, évidemment, c'est un peu l'évidence, mais c'est optimiser son profil, hein. Ça passe Ouais. par ça déjà. Optimiser son profil, pour moi, ce qui est important à retenir, c'est surtout d'optimiser son profil avec la bonne posture, parce que bah, souvent, un peu par habitude, finalement, au départ, quand on démarre sur LinkedIn, on pense que on doit remplir, tu sais, sa partie info, un petit peu comme une lettre de motivation, alors que c'est absolument pas ce qu'il faut faire quand on est entrepreneur. Parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas la même posture qu'un candidat à une offre d'emploi, par exemple. Donc, je pense que c'est important d'optimiser son profil en direction de sa cible, un petit peu comme une page de vente. Ça, c'est la première chose à faire, tout en sachant que c'est pas gravé dans le marbre, hein. Un profil LinkedIn, ça bouge, ça évolue. Moi, tu vois, je le mets à jour quand même assez régulièrement. Ça m'arrive de changer des éléments dans ma partie info, donc il faut le faire régulièrement. Mais ça, c'est vraiment la première chose à faire. Et après, je dirais qu'il y a deux autres choses vraiment hyper importantes à faire, mais même avant de commencer à communiquer, quoi, finalement. C'est qualifier son réseau. Ça sous-entend Hmm. arrêter d'accepter toute la planète, toutes Mhm. les demandes de connexion que vous recevez. Moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas accepter tout le monde. Pour qualifier son réseau, avoir des personnes dans vos réseaux, dans votre réseau, dans vos relations, qui soient intéressées par ce que vous allez partager bientôt. Et puis, Mhm. il faut pas hésiter à construire des relations. Et construire des relations, ça peut passer tout simplement par les commentaires et puis la messagerie, bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment les trois premières choses à faire sur LinkedIn, c'est optimiser votre profil, qualifier son réseau et puis commencer à construire des relations. Mhm. Mhm. Ouais, puis c'est intéressant parce que même selon ton histoire, tu sais, toi, t'avais pas de site web, mais LinkedIn pour toi a agi un peu comme ta vitrine web, alors que t'avais pas d'autres actifs de marque nécessairement qui travaillaient à ce niveau-là. Puis, petite question, est-ce que tu Absolument. utilisais les articles LinkedIn? Est-ce que tu écris des articles? Je suis comme pas sûre. Alors oui, j'ai utilisé au début les articles LinkedIn. J'ai Mhm. rapidement arrêté. Ouais. Mais oui, je les ai utilisés. Je pense que parce que on entend beaucoup dire que effectivement LinkedIn les met pas forcément trop en avant, ce qui est dommage. Mais ça m'arrive aujourd'hui de le conseiller à mes clients dans certaines stratégies de l'utiliser, tu vois. Ouais, je trouve ça vraiment dommage parce que ça aurait été vraiment une plateforme très complète si les articles étaient aussi optimisés. Puis un petit peu comme toi, j'ai réessayé de me plonger les pieds dedans de temps en temps, mais ça a jamais eu le même impact que naturellement ben, mon Le même blog impact, ouais. Mm. ou autre chose. Là. Mais Ouais, c'est vrai que c'est vas-y. dommage. C'est dommage parce que ça permet ça permet de tout simplement d'aborder un sujet en profondeur, surtout pour LinkedIn en tout cas de ne pas sortir de la plateforme parce que Mhm. c'est quand même ce qu'ils cherchent à la base. Donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils les mettent pas en Ouais. avant. Et puis bien sûr, ça permet de mettre des liens un petit peu partout. Et ça, c'est intéressant pour générer du trafic, tu vois, par exemple.
Ouais, tout à fait. Puis de approfondir des choses qu'on ne pouvait pas parler dans nos publications qui, jusqu'à très récemment, n'avaient que 1300 caractères. Ouais, ouais, Ouais. qui en ont 3000 aujourd'hui. Ouais, Est-ce que, selon toi, on peut rester uniquement dans l'organique et vendre? absolument. Sans aucun souci. En tout cas, Mhm. à l'heure actuelle, parce que bon, hein, le digital, on sait que ça évolue très vite. À l'heure actuelle, bien sûr. Moi, j'ai jamais payé LinkedIn à part mon premium. J'ai jamais payé Mhm. LinkedIn pour avoir de la visibilité. J'ai jamais payé LinkedIn pour mettre en avant un lead magnet. J'ai jamais payé quoi que ce soit. Donc non, clairement, en tout cas, LinkedIn pour moi c'est un peu la plateforme de l'organique, tu vois. Mhm. Parce Tout que à fait d'accord, ouais. on dit souvent, ouais, parce que on dit souvent, oui, mais LinkedIn, ils vont faire comme Facebook, ils vont finir par être, il va falloir payer pour être visible, etc. Alors, bien sûr, je travaille pas chez LinkedIn, hein, donc je peux pas le savoir. Mais moi, j'ai un doute parce que pour moi, ils ont pas le même business model que Facebook. Facebook, c'est vraiment le business model, il est très sur la publicité à fond, alors que Mhm. LinkedIn, certes, ils ont la pub, mais ils ont aussi les offres d'emploi et ils ont Mhm. aussi les premiums. Donc en fait, ils n'ont pas Mhm. du tout le même business model que les autres réseaux sociaux. Donc à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, LinkedIn, c'est vraiment la plateforme de l'organique. Et clairement, enfin moi, tu te rends compte, moi aujourd'hui, j'ai quasi, bien sûr pas à 100%, mais j'ai quasi monté ma boîte, développé ma boîte quasi exclusivement sur LinkedIn. Et j'ai pas Mhm. payé un centime à LinkedIn. J'ai tout fait par organique, tu vois. Donc oui, complètement. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai jamais accompagné de clients où je lui ai recommandé de faire de la publicité sur LinkedIn. Il n'y a pas eu besoin de ça. Non, il n'y a pas la publicité, mais il y a le truc qui s'appelle Sales Navigator, puis j'étais curieuse à Mm. savoir où tu le situes, toi, par rapport au social selling. Parce que veux pas, Sales Navigator te permet d'avoir des données qu'on n'aurait pas initialement Ouais. avec notre profil régulier ou avec nos fonctionnalités régulières. Pour moi, Sales Navigator, c'est même pas un outil de social selling, c'est un outil commercial, vraiment, Mhm. à 100%. Parce que c'est pour faire de la prospection, c'est pour trouver les bonnes personnes, c'est pour bien cibler sa prospection, faire de la prospection de masse. Il dérive un petit peu, je trouve, en CRM, mais je trouve que c'est pas encore bien développé. Donc pour moi, c'est plus un outil de développement commercial que de social selling, et surtout, c'est pas du tout indispensable, encore une fois, pour développer sur LinkedIn. Moi, je dois avoir peut-être, allez, 3% de clients qui ont Sales Navigator et on travaille ensemble sur Sales Navigator. Bon, après aussi, il faut savoir que moi, dans mon approche, dans mon positionnement, je ne suis pas sur tu vois, je n'accompagne pas à la prospection pure, par exemple. Mhm. C'est pas ce que j'aime faire, c'est pas mon métier. Donc, ça veut dire qu'on passe par d'autres leviers. Donc, forcément, moi, en tout cas, dans ma pratique, autant pour moi que pour mes clients, Navigator pour moi est pas indispensable. Non, puis je pense que ce que LinkedIn nous permet, puis le social selling nous permet encore plus, c'est de vraiment bien qualifier nos clients. Puis je pense que les gens souvent vont, vont être impressionnés par la visibilité ou la quantité de leads qu'on peut aller Mm. attirer avec la publicité ou avec des réseaux sociaux qui sont plus virales, entre guillemets, alors Ouais. que je trouve que sur LinkedIn, c'est la qualification des leads qui vaut vraiment la peine, puis de voir que les prospects qu'on va avoir souvent vont être des gens sérieux qui vont être très bien alignés avec notre positionnement si les autres parties, bon, comme tu as nommé, notre profil, le contenu qu'on partage, notre stratégie, tout ça mène vers un bon positionnement dans le fond. Fait que pour moi, ça a été vraiment ça aussi mon grand apprentissage sur LinkedIn, de voir que même si ma communauté est pas, j'ai pas 10 000 abonnés sur Instagram ou des choses comme ça, les gens que j'ai dans mon réseau quand même, quand ils convertissent, c'est des gens sérieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord. Je trouve que sur LinkedIn, non seulement, moi en tout cas, je trouve que c'est plus facile d'obtenir des rendez-vous téléphoniques qualifiés, véritablement qualifiés. Mhm. Et du coup, ça,
finalement, ça réduit le temps de vente, quoi, quelque part, parce que les rendez-vous que tu as, peut-être dans 90% des cas, 9 sur 10, ils sont ultra qualifiés, donc forcément, ça augmente ton taux de conversion. Parce que tu vois, sur Instagram, d'ailleurs, j'avais vu un chiffre là-dessus, il me semble que c'était 45,6%. C'est le pourcentage pour LinkedIn parce que c'est le réseau social le plus incitatif à l'achat, contre seulement 2,2% pour Instagram, ce qui est rien du tout. C'est Wow. assez hallucinant quand j'ai vu ce chiffre-là. Et pour moi, ce qui explique ça, c'est que LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, mais surtout, c'est le réseau social du business par excellence. Donc, ça veut dire que les conversations business sont normales, tu vois. On Mhm. parle de business sans gêne, en fait. Et je trouve Mhm. que ça facilite énormément justement les conversations. Elles vont plus tourner autour du business que autour de la pluie et du beau temps, tu vois. Alors que sur Ouais. Instagram, on va parler un petit peu de tout. Alors attention, je critique pas Instagram, hein. Moi, je développe aussi mon business sur Instagram et c'est aussi très bien. Mais c'est juste, c'est Mhm. pas du tout les mêmes stratégies et pas du tout les mêmes approches, je trouve. Même si la partie conversationnelle, franchement, on peut la transposer partout. Au final, c'est comment l'être humain fonctionne. Mhm. Mhm. Non, c'est super pertinent ce que tu viens d'apporter. Puis effectivement, les messages privés, on peut en faire un petit peu partout si on veut, mais Oui, l'important, c'est de créer des connexions. L'important, c'est de créer des connexions qui sont réelles et je dirais, pour utiliser le terme galvaudé, authentiques, dans le sens qu'on sait pour ouais, lesquelles, on sait les raisons pour lesquelles cette connexion existe, tu sais, versus, comme tu dis aussi un peu, d'autres réseaux où on est là pour le divertissement, puis en même temps, on nous ouais, envoie une pub de quelque chose, puis en même temps, on n'est pas prêt à consommer, mais on est intéressé par le lifestyle. Bref, tu sais, c'est tout ouais. ce mélange, alors que sur LinkedIn, ben là, on va, puis on sait qu'on peut faire des recherches très ciblées aussi en termes de nos besoins business et puis poser des questions à un réseau qui est assez qualifié. Ouais. Puis au final, Super. Ouais. LinkedIn, je trouve que c'est assez. Ça me fait penser justement à l'échange que tu as eu dernièrement avec Alexandra Martel sur ton podcast, où justement elle parlait de bah, quand tu fais un webinaire, bah, dis plutôt que à la fin tu vas faire ton pitch et Ouais. ça sera plus clair et les gens seront plus intéressés. Bah, pour moi, sur LinkedIn, c'est un petit peu la même, c'est un petit peu la même chose. Sur LinkedIn, tout le monde est là pour la même chose. On est là pour faire du business, on est là pour faire du réseau, pour se construire des relations professionnelles, des relations commerciales. Et c'est clair. Et il n'y a pas d'équivoque. Donc, du coup, ça rend Mhm. les choses plus simples. Puis peut-être ma dernière question, parce que je suis curieuse là-dessus. Réussir en termes de contenu pour toi sur LinkedIn, ça se manifeste selon quelle métrique, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'un contenu va réussir plus qu'un autre ou qu'un créateur va être Mm. plus visible qu'un autre? Alors, pour moi, les métriques, déjà, ça va dépendre des objectifs. Si l'objectif, c'est de gagner en influence, gagner en visibilité, bah forcément, ça va être l'engagement, les likes, etc. Même si je trouve dommage de ne s'arrêter qu'à là. Si l'objectif, c'est de générer des contacts qualifiés, d'avoir des conversations derrière, pour moi, ça va être ton ROI quoi, direct Mhm. sur le contenu. Si tu veux, moi, je préfère quand j'ai un client qui a cet objectif-là de générer vraiment des rendez-vous finalement pour vendre. Mhm. Je préfère que mon client il fasse 30 likes et 16 commentaires, mais que dans ces 16 commentaires, il arrive à en tirer deux conversations et un rendez-vous plutôt que Mhm. les contenus très storytellés qui vont hyper bien fonctionner où tu vas avoir des centaines de likes mais tu vas rien avoir en retour sur investissement derrière. Et ça se vérifie systématiquement. Vraiment, je Mhm. le vois pour moi, je le vois pour mes clients, je le vois chez tout le monde. Les contenus qui font beaucoup d'engagement ne génèrent pas de business. En tout cas, pas directement. Tu vois, il y a un retour sur investissement qui est beaucoup plus long alors Mhm. que pour moi, il y a des contenus d'activation Mhm. qui vont Mhm. activer le rendez-vous quasi tout de suite. Mais c'est pas forcément ceux qui vont générer le plus d'engagement, tu vois.
Oui, puis c'est là que ça devient important d'avoir une stratégie parce que je pense que, bon, peut-être là où la plupart des gens s'arrêtent, c'est de dire, OK, ben je vais commencer à publier du contenu puis créer des relations, mais Oui, que quand on commence à vraiment créer du contenu stratégiquement, ben là, on peut justement délimiter nos objectifs selon est-ce que c'est un objectif d'influence, est-ce que c'est un objectif de crédibilité, de visibilité ou de conversion. Puis là, c'est là que ça devient intéressant aussi en termes de ce dont tu parles. Donc voilà, ouais. ouais, exactement. Mais ouais, ouais, je suis un peu, moi, je me bats un petit peu contre le like pour le like, tu vois. Bien Ouais. sûr, je vais pas cracher dessus, hein. Les likes, ça participe à la preuve sociale, ça participe à tout ça. Mais ça fait pas tout, quoi. Et le problème, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent trop à ça. Ouais. Et moi, je suis toujours hyper contente quand j'ai des clients qui, ils voient la différence quand je leur dis, bah écoute, on va travailler sur un contenu plutôt storytellé et puis on va travailler sur un contenu d'activation, tu vas voir la différence et tu vas voir la différence de résultat. Et c'est quasi à chaque fois pareil, c'est-à-dire que les contenus storytellés, ils font un buzz, ils ont beaucoup de likes, beaucoup de gens qui finalement ça les inspire, donc du coup, tu vois, il y a de l'émotion, il y a quelque chose. Mais derrière, il n'y a pas de levier vraiment commercial, il n'y a pas de levier business. Alors que sur des contenus où, voilà, ça va être des contenus d'activation, et ben là, il va se passer des choses intéressantes et là, il va y avoir des rendez-vous, quoi. Super. Puis là, en ce moment, bon, c'est sûr qu'on peut te suivre sur LinkedIn pour voir tout ton contenu. Tu as ton podcast. Est-ce que tu as d'autres ressources qu'on peut consulter pour en savoir un petit peu plus sur ton activité, sur toi, sur ce que tu as à partager justement en termes de contenu? Alors en termes de contenu, j'ai ma newsletter que vous pouvez vous inscrire directement sur mon site web, donc paulinesarda.fr. Sur ma newsletter, vraiment moi je crois que c'est mon format d'ailleurs préféré, tu vois, même avant Ah LinkedIn. oui! Ce que Cool! j'aime, ouais, ce que j'aime par-dessus tout dans l'emailing, c'est que c'est quelque part on est un petit peu en cercle fermé, un petit peu avec les gens. Et il y a une liberté de ton autre. On peut dire plus de choses, je trouve. Et vraiment, Mhm. c'est ce que j'aime le plus. Et donc voilà, il y a ma newsletter où vraiment là, ça va être c'est beaucoup plus large d'ailleurs au niveau de ma ligne éditoriale, peut-être que sur LinkedIn où je vais vraiment parler de beaucoup de choses, de mindset, de motivation, bien sûr de marketing, de business, mais je vais beaucoup parler aussi de la partie mindset, ce que je fais un petit peu moins sur LinkedIn. Et Mhm. puis, bien sûr, sur Instagram, où je suis ultra présente, parce que pour le coup, je suis présente quasi quotidiennement en story, en tout cas, après sur le feed aussi. Mais voilà, si vous avez Super. envie de suivre un petit peu mon actualité, etc., je pense que Instagram, c'est le bon format. En plus, t'es dans le sud de la France, fait qu'il doit y avoir des beaux paysages. Oui, ben écoute, je sais pas, enfin oui, peut-être. C'est toujours un plus. C'est toujours un plus. En plus, ouais. Super, Pauline. Je vais mettre tous les liens pour te suivre, pour s'abonner à ton infolettre, pour écouter ton podcast aussi dans les notes de cet épisode. Puis, j'espère qu'on a encouragé encore plus de gens à donner la chance à LinkedIn pour leur Ouais. promotion, mais aussi juste pour leur brand, juste pour leur présence, juste pour le fait de Mhm. vouloir créer des connexions réelles avec leur communauté. Et puis, ben sinon, ben je te remercie infiniment pour tout ce savoir que tu nous as partagé. Puis, je te remercie d'être venu sur l'entrevue aujourd'hui. Ben, merci beaucoup pour ton invitation et pour cette conversation. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!